Alors monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 14 juin à la une de l'actualité. Le président de la République réaffirme la nouvelle orientation de l'Algérie pour attirer les investissements à travers les réformes engagées. C'était lors de l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe à Moscou. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République a inauguré à la place de l'émir Abdelkader à Moscou une stèle commémorative à la mémoire du fondateur de l'État algérien moderne et chevalier de l'ordre de l'Aigle Blanc pour la protection des membres du consulat russe à Damas. Le Moudjahid Cheikh Mohamed Tahar Ait Aljet a été inhumé ce mercredi au cimetière de Bni Messous. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt, savant et érudit. Journée mondiale du donneur de sang, de nombreuses campagnes lancées à travers le pays pour sensibiliser et renouveler l'appel au don de ce liquide vital, un geste qui peut sauver des vies. Et le Grand Musée de l'Afrique à Alger prend résidence temporairement au Palais Boulkine. Il aura pour mission de dépeindre l'enracinement historique du continent africain, sa culture et son patrimoine. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver en visite d'État en Fédération de Russie sur invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce matin à Moscou l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe. 70 opérateurs algériens et 200 hommes d'affaires russes prennent part à ce forum qui se veut une occasion pour examiner les opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux pays. Et intervenant à l'ouverture des travaux du forum, le président a affirmé que cet événement est une opportunité précieuse pour examiner les capacités économiques des deux pays. Il a rappelé les réformes engagées par l'Algérie pour attirer les investissements et les projets d'investissement, à commencer par la révision du cadre juridique régissant l'investissement et pour garantir un climat favorable aux affaires. Je vous invite à l'écouter. نلتقي اليوم في هذه المدينة الجميلة العريقة إحدى كبريات عواصم العالم أذكر موسكو بمناسبة الزيارة التي أتشرف بأدائها إلى فيدرالية روسيا الصديقة بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لأشارككم جلسة افتتاح لقاؤكم هذا وهو منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي. إن هذا الملتقى فرصة ثمينة للاطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين. فالجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022-2023 سنة الإنعاش الاقتصادي، أدرجت في أولويات مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة والاقتصاد المعرفة. Le président de la République a affirmé que l'Algérie a créé une agence de promotion de l'investissement et pour accompagner les opérateurs économiques algériens et étrangers désirant lancer leurs propres projets d'investissement. Il a également mis en avant les efforts colossaux déployés en matière de lutte contre la bureaucratie à travers la libération de l'investissement des entraves administratives. On l'écoute. يجدر التذكير بالإجراءات العملية
التي تجسدت في إطار هذا المسار، ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجزائريين والأجانب، وتوفير حافظة عقارية مخصصة للاستثمار بعد عمليات مدروسة لتطهير وتأهيل العقار الصناعي، وتهيئة عوامل الاستقطاب والمستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاطات المؤسسات الصغيرة، مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية، وتوفير كافة الضمانات التي تتيح بعض شركات قائمة على مبدأ رابح. وهنا أشير كذلك على ما لا يذكر في التقرير، وهي محاربة البيروقراطية، لأن نعتبر أن السرعة في الاستثمار والنجاعة في الاستثمار تتطلب تحرير الاستثمار من الإدارة ومن البيروقراطية. وعلى هذا الأساس أمضينا نصوص التي تجعل هيئة الاستثمار لاجونس دانفستيسمون هي المقرر الوحيد للاستثمار، لأن من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص، ولكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما يقارب 92% مال عام. وهذا الخليط بين المال العام والاقتصاد الخاص هو اللي يجعل الرقابة والقضاء وانحرافات إلى آخره. نتمنى إن شاء الله عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق يعني يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقة، مال خاص ومصانع خاصة إلى آخره. ما بين الخواص ما فيش انحرافات، فيه معاملات مقبولة كلها. Et toujours lors de l'ouverture du Forum économique algéro-russe, le chef de l'État a affirmé que la relance économique en Algérie avance à une cadence soutenue et s'oriente vers l'encouragement de l'investissement et le partenariat en dehors des hydrocarbures. Je vous propose de l'écouter. إن أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية. اليوم الجزائر فيه نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا تداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط. ولذا فحاليا فيه ما يقارب 1450 مشروع صناعي في قيد الإنجاز، وأتمنى أن يكون أكثر، لأن لمدة طويلة الجزائر كانت تعتمد فقط على المحروقات، واليوم تقرر من خلال السياسة الجديدة للجزائر أن نتحرر نهائيا من المحروقات. تبقى المحروقات مورد مالي يعني نستعين به في التنمية، ولكن مش الأساس. وعلى هذا الأساس لسنة 2021 بدينا في العملية هذه، وقررنا أن الصادرات الجزائرية
ستكون في مستوى 7 ملايير دولار آنذاك. قد يبدو الرقم قليل أو ضعيف، ولكن بالنسبة للماضي فهو معجزة. ونطمح في هذه السنة سنة 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت. Évoquant le secteur des start-up, le président a précisé que l'Algérie figure parmi les pays africains les mieux classés en la matière. بالنسبة للستارت اب كنا احنا بالتقريب الدولة الأخيرة في قارتنا الإفريقية. اليوم أصبحنا من الأوائل. ونطمح إلى ما أكثر إن شاء الله. ولما أقول تعاون الجزائري الروسي فنحن نعلم وأصدقاؤنا الروس يعلمون كذلك أن فيه إمكانيات هائلة بالنسبة للتحويل التكنولوجي، بالنسبة للتكامل، بالنسبة للسياحة، بالنسبة للفلاحة، بالنسبة كذلك للعلوم الدقيقة. Et la deuxième halte du président de la République lors de sa visite en Russie a été l'inauguration de la place de l'émir Abdelkader à Moscou. И сегодня мы участвуем. فخامة الرئيس المحترم السيدات والسادة السيد دميتري نيكولايويتش أصدقائي الأعزاء السيدات والسادة، يشرفني أن أشارك اليوم نيابة عن لحكومة موسكو أن نرحب بكم بهذه المناسبة عندما نحن نفتح اليوم هذه الساحة باسم البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر. À la mémoire du fondateur de l'État algérien moderne. Il s'agit de la première stèle en l'honneur d'un dirigeant musulman arabe dans l'histoire de la capitale russe. Et cet hommage à l'émir Abdelkader est en reconnaissance de ses contributions et de son rôle dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et des principes de l'humanité. Il avait été fait chevalier de l'Aigle Blanc en 1860 pour son rôle dans la protection des membres du consulat russe à Damas. Et suite à l'inauguration de la stèle commémorative, le président de la République a mis en avant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Russie. On l'écoute. جسور عريقة متجذرة في التاريخ أكثر من 60 سنة، والرمز الحالي ساحة الأمير عبد القادر تدل على الصداقة العريقة اللي موجودة بين روسيا، الشعب الروسي والشعب الجزائري. احنا فخورين جدا أن يتواجد الأمير عبد القادر في أجمل ساحة في روسيا وفي موسكو عاصمة التاريخ. شكرا لكل أصدقائنا الروس. Et au siège de la primature russe à Moscou, le président de la République a rencontré le premier ministre russe Mikhail Mishustin. Le président de la République s'est entretenu par la suite avec le Premier ministre russe en présence des délégations des deux pays.
Le président de la République a visité par la suite le siège du Conseil de la Fédération de Russie à Moscou, où il a été accueilli par la présidente du Conseil, Valentina Ivanovna Matvienko. Le président a salué les membres du Conseil à son accueil. Puis a visité une exposition retraçant l'histoire du Conseil et la profondeur des relations diplomatiques historiques liant les deux pays et des dates phares de la coopération algéro-russe. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko. Des discussions en présence des délégations des deux pays. Par la suite, le président de la République a signé le livre d'or du Conseil de la Fédération de Russie. Le président était accompagné de la présidente de l'institution, Valentina Matvienko. Le président de la République a également rencontré le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Vyacheslav Volodine. Rencontre qui s'est déroulée au siège de la Douma à Moscou. Et une convergence des vues a été constatée lors du forum économique algéro-russe qui s'est ouvert ce matin. Les ministres des deux pays ont exprimé leurs aspirations à un développement et une croissance économique dans différents domaines. Ils se sont dit confiants en l'avenir du partenariat entre les deux pays. Amel Bouakba. Le forum d'affaires russo-algérien ouvre des perspectives prometteuses pour une nouvelle étape de la coopération stratégique entre les deux pays. Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire clé en Afrique et les opportunités de partenariat sont multiples dans différents domaines. Les deux pays veulent donner une grande impulsion à l'action bilatérale dans divers domaines, notamment l'économie et l'innovation. Notre coopération avec l'Algérie nous permet de préserver l'équilibre des marchés pétroliers, notamment à travers le groupe de l'OPEP+, au sein duquel l'Algérie occupe une place importante et une position stratégique. Il y a environ 250 opérateurs économiques russes qui ont pris part à ce forum et qui s'intéressent au marché algérien. On est là pour chercher des partenaires potentiels, justement dans des domaines d'énergie renouvelable, l'environnement, l'agriculture, les mines aussi, et pour les partages d'expériences entre les jeunes algériens dans l'extrême sud algérien et les jeunes russes.
Nous ambitionnons de bâtir une coopération effective avec des opérateurs économiques algériens, ce qui nous permettra d'investir en Algérie. On fait la transformation numérique et digitale, on est spécialisé dans la géolocalisation. On essaye de développer des solutions sur mesure et s'intégrer dans les tissus économiques afin de les numériser et les développer. L'Algérie et la Russie sont membres au sein du groupe de l'OPEP et du Forum des exportateurs de gaz, dont le secrétaire général est algérien. Les hommes d'affaires russes ont exprimé leur intérêt à investir en Algérie, encouragés par le climat favorable des affaires et le soutien des autorités algériennes à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement. L'Algérie est un partenaire incontournable pour la Russie et l'un de nos alliés les plus importants en Afrique. Le volume des échanges bilatéraux a augmenté de près de 70% en 2022. Nos deux pays conjuguent leurs efforts en matière de coopération énergétique avec une convergence de vues pour équilibrer le marché du pétrole et du gaz dans le cadre de l'OPEP et de l'OPEP+. Il y a un programme de développement entre le groupe Saïdal et l'entreprise russe Biocad pour la production de certaines marques de médicaments. Nous comptons lors de ce forum donner une grande impulsion à l'action bilatérale dans les domaines de l'économie du savoir et de l'innovation. Outre tous ces secteurs, Alger et Moscou misent sur le renforcement de la coopération économique dans l'industrie, les transports, la logistique et l'aviation. Ce forum se veut ainsi une occasion idoine de mettre en place une stratégie afin de renforcer les opportunités d'investissement. Décès du cheikh Mohamed Taher Ait Aljet à l'âge de 106 ans. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt. En voici le texte. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la disparition de l'éminent cheikh Mohamed Taher Ait Aljet, érudit, moudjahid et compagnon des shuhada, imam et prédicateur dévoué. Puisse le Tout-Puissant lui accorder sa sainte miséricorde. Le peuple algérien perd en ce grand homme un moudjahid, un imam dévoué dans sa mission et un éminent savant qui a consacré sa vie à la prédication en privilégiant la modération et en appelant au respect des préceptes de notre sainte religion et des valeurs de tolérance et de fraternité. Les Algériens qui appréciaient tant ses interventions et ses valeureuses contributions sont affligés par sa disparition, a écrit le président. En cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et aimé mes condoléances les plus attristées et mes profonds sentiments de compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les saints, conclut le message du président de la République. Et le défunt Moudjahid Cheikh Mohamed Taher Ait Aljet a été inhumé ce mercredi après la prière de Dohr au cimetière d'Aïsati Dirabni Messous, cérémonie en présence du Premier ministre, des conseillers du président, des membres du gouvernement, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des personnalités politiques, révolutionnaires, les membres de sa famille, ses disciples, ses compagnons et nombre de ses proches et de personnes qui l'ont aimé. Et le cheikh Mohamed Taher Ait Aljet est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge, plutôt après une longue vie vouée au service de l'islam et du pays. Il a laissé derrière lui plusieurs ouvrages. Le défunt savant a contribué à l'ancrage d'un référent religieux basé sur la tolérance et la modernisation. Badia Amari. Alhamdulillah, حدث مقارنتي يجمعنا جزائريا الإسلام. الإسلام هو الذي وحدنا، الإسلام غير وحدنا غير كل غير ذا يتماثل
Toujours souriant, ce visage familier à la barbe blanche est celui de Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet, éminent érudit algérien, imam et ancien moudjahid. Un visage qui dégage à la fois sérénité et beaucoup de foi et de douceur. Il est entré dans le cœur de tous les Algériens grâce à ses passages sur le petit écran de la télévision algérienne, dans les émissions religieuses et les fêtes religieuses où il officie en sa qualité de membre de la commission des fatwas. Natif du village de Tamoukra à Aqbou dans la wilaya de Béjaïa, cet érudit est né dans une famille dont le père, Cheikh Moukran, a joué un grand rôle dans son éducation. Cheikh Ait Al-Jet a appris intégralement le Coran à l'âge de 12 ans à la Zawiya Yahya Al-Idli de son village. Il accède par la suite à l'enseignement de la théologie, de l'arabe, de l'histoire et des mathématiques. L'érudit part ensuite à Mila où il complète son apprentissage à la Zawiya Hamlawiya dont le rayonnement dépassait les frontières de cette région. En 1937, il retourne à Tamoukra où il entreprend avec les sages du village la réhabilitation de la Zawiya du village détruite par l'occupant français. À 20 ans, il commence à enseigner les sciences islamiques grâce à sa solide formation. Le parcours très riche de Mohamed Tahar Ait Al-Jet, homme de religion, a énormément contribué à promouvoir et développer les sciences islamiques et à former des générations entières d'Algériens devenus de grands cadres de la nation, entre autres Mouloud Qasim Ait Belqasem et Cheikh Abou Abdessalam. Ait Al-Jet était également un grand humaniste. Il défendit la cause nationale et intégra les rangs du FLN lors de la guerre de libération nationale. Après l'indépendance, il reprit le chemin des classes et renoue avec l'enseignement dans plusieurs lycées d'Alger, toujours avec le même enthousiasme, avant de prendre sa retraite. L'histoire retiendra que ce grand homme et cet éminent érudit a illuminé la vie de générations entières. Journée mondiale du donneur de sang, ce 14 juin. L'OMS a désigné l'Algérie pour les festivités de cette année. De nombreuses campagnes ont été lancées à l'occasion. Il s'agit de sensibiliser et renouveler l'appel au don de ce liquide vital, un geste qui peut sauver des vies. Amalie Siridir. Une opération de grande envergure au niveau de la place du 1er mai à Alger. Des centaines de volontaires se sont déplacés aujourd'hui pour apporter leur contribution précieuse à une cause noble, sauver des vies. Je suis là pour donner du sang à la maman de mon ami. Donc on est là pour donner du sang. Normalement, c'est le centre de sang qui va se déplacer vers les donneurs. Le don de sang est une bonne action. C'est une réelle occasion de sauver des vies. Je conseille à tout le monde de le faire. Une équipe de professionnels de la santé, composée de médecins, d'infirmiers et de techniciens de laboratoire, a supervisé l'opération. C'est la journée mondiale des donneurs de sang et c'est la première journée qu'organise l'Algérie. Donc l'OMS nous a confié cet honneur, donc nous devons l'assumer. Nous avons fait plusieurs activités, plusieurs actions, de grands stands mobiles aux standards internationaux avec les recommandations de l'OMS par rapport à la communication, par rapport aux bonnes pratiques. De bonnes pratiques qui ont permis à l'Algérie d'être choisie cette année par l'OMS pour abriter la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang. C'est un honneur pour l'Algérie d'être choisie par l'Organisation mondiale de la santé pour célébrer cette journée. Notre objectif est de sensibiliser d'abord les citoyens et d'inculquer la culture du don de sang. Ces opérations constituent un support essentiel pour la promotion des prestations sanitaires dans notre pays. Le fait de retenir l'Algérie n'est pas fortuit, c'est aussi pour célébrer, pour reconnaître les efforts de ce pays qui a tant donné pour répondre aux besoins en matière de santé de sa population et particulièrement à ce qui concerne la question, le défi lié au sang. Geste salvateur, le don de sang demeure un acte solidaire qui implique tout un chacun et à longueur d'année.
Et ce drame, les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit dans la localité de Tajna Tamila ont causé la mort de 2 enfants noyés dans les 2 mètres d'eau de pluie ayant envahi leur maison familiale. L'intervention effectuée avec l'appui d'une équipe de la protection civile composée de 25 éléments et de 4 plongeurs venus en renfort depuis la wilaya de Sétif s'est soldée par le repêchage des corps des 2 enfants, des frères âgés de 2 ans et 10 mois. Dans l'actualité, ce communiqué du MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des détachements de l'ANP ont arrêté 18 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations, tandis que d'autres détachements ont saisi à Taman al-Rasset et Bouch Bedi Mourtal un fusil mitrailleur FMPK, un fusil à lunettes, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 3 grenades. Dans le même contexte, les services de sécurité de l'ANP ont arrêté un brigand à Taman al-Rasset. Il s'agit du dénommé Hounati Sidamer, qui est dit Bibi, le criminel qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions a été présentée devant les instances judiciaires auprès du tribunal de Taman al-Rasset où il a été placé sous mandat de dépôt pour les chefs d'inculpation de port et transport d'armes à feu et des munitions sans autorisation, ainsi que crime de semer l'effroi au sein de la population. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 48 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'un quintal et 98 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 44 700 comprimés psychotropes. À Taman al-Rasset, Bouch Bedi Mourtal, Ingazem, les détachements de l'ANP ont arrêté 182 individus et saisi 28 véhicules, 39 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 95 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 25 autres individus ont été arrêtés. 10 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 68 tonnes, 83 quintaux de tabac en su de 26 400 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 21 300 litres à Tébessassou, Qahras, Ataref, Taman al-Rasset et Bouch Bedi Mourtal. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 50 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 122 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Et à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, la diaspora sahraoui a organisé une manifestation culturelle à Paris, l'occasion de renouveler leur détermination à poursuivre la lutte pour l'indépendance et surtout faire connaître leur cause juste à Fafbelhoujet. C'est une fête aux couleurs, saveurs et rythmes sahraouis qu'a organisé sa diaspora en célébration d'un demi-siècle de lutte pour l'indépendance. أنا من قدماء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من 73 وإحنا على الدرب إن شاء الله إلى أن ننتصر إلى إذن الله ونطلبوا عند مولانا إن شاء الله تجونا في الصحراء الغربية باش نعدلوا لكم الضيافة أحسن ضيافة بكرة. Je continue à y croire parce que c'est dans notre ADN. Nous sommes sahraouis, nous sommes nés sahraouis et on restera sahraouis quoi qu'il se passe. Nous sommes sûrs et certains et convaincus que le peuple sahraoui et le Sahara occidental sera libre et indépendant. Et c'est ce qui nous permet justement de lutter jour après jour ici en France pour aboutir à cette finalité. 50 années de lutte menée par le Front Polisario qui n'a eu de cesse de porter cette revendication
revendications légitimes à bout de canon et de plumes pour mener le combat sur le champ de bataille, mais également sur le terrain diplomatique. À cette occasion, je voudrais rappeler que le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, parlait d'une opération policière qui n'allait pas durer plus qu'une semaine. Alors les 2 semaines, aujourd'hui on parle de 50 ans de résistance. 50 ans, ce sont plusieurs générations. Ce n'est pas le peuple sahraoui qui a attaqué le Maroc, mais c'est plutôt, il s'agit d'une légitime défense et que cette légitime défense pourra effectivement durer le temps qu'il faut, tant que le peuple sahraoui n'a pas recouvré sa souveraineté totale et la libération totale du territoire de la République arabe sahraoui démocratique, cette lutte légitime continuera. Même détermination chez les soutiens de la lutte de ce peuple vaillant malgré les multiples manœuvres du colonisateur pour passer sous silence ce conflit en Europe. Les dénonciations récentes au Parlement européen de toute cette corruption organisée de manière massive par le Royaume du Maroc pour empêcher que toute manifestation du peuple sahraoui existe, montre bien que cette lutte est en pleine expansion, est en plein devenir. Ça donne de la force sur les failles qui existent au sein du gouvernement marocain et au sein du gouvernement français. Et donc ça nous donne des points d'appui pour pouvoir faire monter le rapport de force pour continuer encore et toujours à nous battre pour l'autodétermination du peuple sahraoui. En présence de plusieurs ambassadeurs africains, les Sahraouis ont tenu à souligner l'importance du soutien de ces pays. À leur tête, l'Algérie, fidèle à ses principes de liberté et de justice. C'est tout à fait naturel, compte tenu de notre ADN. L'Algérie, depuis son indépendance, par principe, le soutien de l'Algérie à la côte sahraoui, comme l'a si bien rappelé Monsieur le Président, est indéfectible et imprescriptible. Et il est clair que notre participation maintenant, suite à notre élection au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, l'Algérie s'activera pour l'ensemble des causes justes, mais plus particulièrement pour les causes sahraouies et palestiniennes. Et bien que le moment fût festif, avec chants et danses traditionnelles, les murs de la salle furent couverts par les images des disparus et des martyrs de ce peuple épris de liberté. De la culture pour terminer, inauguration ce matin du Grand Musée de l'Afrique à Alger. Cet important projet prend résidence temporairement au Palais Boulkine, une des résidences du dernier Dey d'Alger, rénovée récemment. Le musée, inscrit à l'agenda 2063 de l'Union africaine, a pour but de dépeindre l'enracinement historique du continent africain, sa culture et son patrimoine diversifié et séculaire. Reportage de Walid Yousfi. C'est officiel. La Villa Boulkine abritera désormais le siège du Grand Musée de l'Afrique de manière provisoire. Inauguré aujourd'hui, ce projet continental pionnier, inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, a pour vocation de préserver l'histoire, la culture et le patrimoine matériel et immatériel, diversifié et séculaire du continent dans un cadre moderne et interactif. Un projet phare de l'agenda 2063 et on ne peut pas, nous Africains, si nous ne savons pas d'où nous venons, nous avons une richesse culturelle et nous, là où nous allons, et le Grand Musée fait partie justement de la renaissance africaine, de notre culture, de notre artisanat et cela est vraiment important. L'Algérie s'est déjà engagée dans ce projet depuis quelques années en produisant les études relatives à la réalisation de ce projet et aussi en dédiant un terrain qui se trouve au niveau de Medenia, entre le ministère de la Culture et le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères pour accueillir ce projet-là. Connu aussi pour avoir été la résidence secondaire du Dey d'Alger, ce chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle a été totalement rénové. Les restaurateurs ont dû faire face à un défi de taille, préserver l'architecture du lieu. Nous avons commencé par renforcer, consolider les structures, puisqu'elles étaient dans un état de dégradation important ou qui menaçait même certaines parties d'effondrement. Donc nous avons conforté ces zones-là. Nous avons refait aussi les planchers, puisque pareil, ils étaient dans un état déplorable. Et nous avons aussi
pousser un petit peu la réflexion sur le parti de restauration, notamment sur tout ce qui est décor, céramique, marbre, boiserie, etc. Le Grand Musée de l'Afrique ouvrira ses portes prochainement au grand public avec des projections en 3D ainsi qu'une collection d'objets riches et variés représentant plusieurs régions du continent africain en attendant un siège permanent. Voilà qui clôt notre édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Asia.